Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui va être scindée en deux parties. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui qui sera consacrée aux outils à main et une vidéo demain qui sera consacrée à l'électroportatif. Et ces deux vidéos regroupées vous permettront justement d'avoir tout un panel d'outils qui vous permettront justement de n'avoir aucune limite dans le travail du bois. Donc on va commencer par les outils manuels. Alors juste pour information, ici tout ce que je vais vous donner comme outil, etc., c'est ce que moi j'utilise depuis le début de mon activité. Donc j'ai plus de choses mais qui ne sont que du luxe. D'ailleurs, donc je vais en parler avec vous pour que vous compreniez que c'est inutile des fois de se mettre la corde au cou pour acheter certaines choses quand ce n'est pas utile. D'accord ? Alors, première chose dont on parle beaucoup, etc., justement, quand on commence avec les outils à main, c'est les ciseaux à bois, les rabots, etc. Alors moi, comme j'aime bien faire toujours un petit peu différemment des autres, moi je vais plutôt vous parler de choses dont on ne parle jamais, c'est les outils de traçage, qui justement pour moi sont plus importants avant même d'acheter un seul ciseau à bois. Parce que si vous n'avez pas d'outils de traçage ou si vous ne savez pas tracer, vous ne saurez jamais travailler le bois. Donc les premières choses à investir ou plutôt à s'offrir, c'est déjà un crayon, un bon crayon. Voilà, alors inutile d'acheter des porte-mines, etc. trop fins parce que les porte-mines sur le bois ou le bois brut, ils cassent. Donc moi je vous conseille plutôt d'acheter ce type de crayon. Bon voilà, en voyant l'image, vous avez tous compris un petit peu ce que c'était comme type de crayon. Pourquoi ? Parce que la mine est assez grasse. Pour effacer les mines, on m'a déjà posé la question, donc je réponds ici, une gomme, ça marche très très bien sur le bois, donc même si le crayon est gras, pas besoin de prendre un papier à poncer, le papier à poncer marche moins bien. Donc une gomme, ça marche très bien pour retirer les traces de crayon de ce type de crayon, et alors vous avez le taille-crayon qui va avec, et donc vous savez avoir une pointe très très bien affûtée pour justement faire des traits très fins. D'accord ? Donc d'abord un crayon. Ça paraît logique, mais c'est important. Faites-vous un plaisir, achetez-vous un bon crayon et vous le garderez assez longtemps et des années. Ensuite, évidemment, un mètre déroulant, idéalement de bonne qualité. Alors, sur les mètres, il y a des marquages en chiffres romains, 1, 2, 3, etc. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un numéro 2. Donc, sur les mètres dépliants, vous avez aussi la même mention. Donc, vous avez 2, 3, etc. Souvent sur les mètres pliants, c'est 3. Il existe dans la marque Sola, pour ne pas la citer. Je n'ai pas cette marque, donc il n'y a aucun sponsoring ou autre, mais Sola fait des 2 et il y a même certains qui font des 1. 1, c'est quand même assez rare. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais vraiment trouvé. Ça doit probablement exister. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous connaissez la référence et que vous avez éventuellement des numéros 1. Donc ensuite, une fois que vous avez les mètres, évidemment un réglé millimètre et demi-millimètre, d'accord ? Donc sur le dessus, vous avez au millimètre et en dessous, vous avez au demi-millimètre. Équerre à combinaison, ça honnêtement aujourd'hui je ne saurais plus m'en passer. Donc c'est très précis en termes d'équerre, donc vous savez vérifier si elle est d'équerre. On sait la remodifier si elle avait bougé en limant un petit peu la petite pièce qui est à l'intérieur. Je pourrais même en faire une vidéo pour l'expliquer. Mais ça permet aussi d'être utilisé comme trusquin de fortune. Donc quand on ne doit pas être au demi-micron, etc. Ça fonctionne très très bien. Un trusquin, donc dans le domaine du bois, je dirais bien, c'est quasiment indispensable. En tout cas, c'est très pratique pour tracer des tenons et ce genre de choses quand on rentre dans des choses un petit peu plus précises. Donc moi, c'est un 3 pointes, donc 2 pointes au-dessus, une pointe en dessous, et les 2 pointes peuvent se régler donc ici avec une petite manivelle qui permet d'écarter le mouvement. Donc un petit trusquin. Les équerres, alors une bonne équerre soudée, c'est-à-dire que cette équerre, elle est dans la masse. Si je la fais tomber, elle ne sera pas modifiée. Donc ça, c'est très important et très appréciable, même si évidemment, on évite de la faire tomber pour abîmer les coins, etc. Mais ça, c'est indispensable d'avoir une bonne équerre soudée qui va nous permettre justement d'avoir une référence permanente pour des ouvrages où on doit être
parfaitement d'équerre, etc. On conserve cette équerre. Ensuite, on peut acheter une équerre un peu meilleur marché, donc de moins bonne qualité, qui elle, on y prendra moins soin. Moi, je vous conseille franchement celle-ci, c'est de chez Woodcraft. Pourquoi? Parce que si vous achetez une équerre de qualité basse ou moyenne, vous la faites tomber, elle est foutue. Celle-ci, ben, vous avez l'avantage d'avoir des vis et vous pouvez rejouer avec le talon de votre équerre et donc la réajuster et donc vous savez la remettre parfaitement d'équerre en faisant le petit test. Donc un trait, on retourne l'équerre, un trait et les traits doivent se superposer. Donc ça, c'était pour les outils de traçage. Évidemment, j'y ajoute un réglé métallique pareil, mais d'1 mètre, millimètre, demi-millimètre. Et alors, toujours bien vérifier quand vous achetez vos réglés, les positionner à plat sur le comptoir, par exemple, du magasin où vous allez l'acheter. Et il doit être parfaitement plan. S'il fait une flèche, remettez-le dans le rayon et prenez un autre. Ça, c'est important. Et pareil, vérifiez dessus. Donc, par exemple, moi, celui-ci, j'ai les petits 2. Donc, comme je vous ai montré sur le mètre déroulant, j'ai aussi un petit 2 qui me donne donc la qualité et la précision de cet outil. Alors, en fait, ça correspond à quoi ce petit 2, etc. Ben, c'est une différence sur une distance de 2 mètres, je pense. Donc, on peut avoir une différence jusqu'à 1 demi-millimètre sur 2 mètres. Quand c'est 2, 3 c'est 1 mm sur 2 mètres, etc. Il faudrait vérifier. Je ne suis pas sûr de ce que je dis en termes de différence d'erreur, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est ça qui régit ce petit 2 ou ce petit 3 sur les mètres. Alors, maintenant, on va passer à l'outillage propre, on va dire ainsi. Donc, une scie, une bonne scie à main. Alors, pas besoin d'acheter une scie à dos ou ce genre de choses parce que la scie à dos va toujours vous bloquer. Le dos de la scie va vous bloquer en termes de profondeur de coupe. Et donc, moi, je vous conseille plutôt d'acheter ce type de scie, soit une scie européenne, sans problème, mais braquée, donc sans talon, donc sans dos, ou une scie japonaise avec deux coupes. Donc ici, par exemple, j'ai une partie de ma scie avec des dents qui me permettent de travailler en travers du fil et ici une partie qui me permet justement de travailler dans le sens du fil. Et donc, étant donné que je n'ai pas de dos, je peux couper à travers une pièce qui fait 10, 15, 20, 30 cm. La seule limite que j'ai, finalement, c'est la longueur de ma scie. D'accord ? Moi, je vous conseille d'acheter ça. Avec une scie, vous avez largement assez. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous êtes passionné d'outils, mais si vous voulez rester pragmatique et travailler avec une scie, vous avez largement assez. Preuve en est, moi, je n'en ai qu'une, d'accord ? Et je m'en sors très bien. Ensuite, on va passer donc aux outils qui sont les plus connus ou dont on parle le plus, donc les ciseaux. Alors, certains vont vous dire, ouais, il n'y a pas besoin pas plus de 3 ciseaux, pas plus de 4 ciseaux. En fait, moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je vous conseillerais plutôt d'acheter un set de 6 à 10 ciseaux, d'accord, qui commencent à 4 et qui finissent à 22. Comme ça, vous avez tout un panel de ciseaux qui ne vous bloquera jamais dans l'utilisation que vous allez en faire. Vous pouvez vous passer de bédane carrée. Donc les bédanes carrées, c'est un ciseau en gros qui vous permet de faire des mortaises. On peut très bien utiliser des ciseaux si vous ne voulez pas investir dans des bédanes, mais le ciseau à la base n'est pas fait pour ça. Donc achetez plutôt une dizaine ou 12 ciseaux de différentes tailles, mais pas besoin d'acheter des ciseaux d'une gamme de fou, pas besoin d'acheter des Veritas, pas besoin d'acheter des Lie-Nielsen, pas besoin d'acheter je ne sais quelle autre marque qui coûte bien cher. Achetez du bon marché si vous n'avez pas les moyens, mais par contre, offrez-vous une station d'affûtage à eau qui, elle, va vous donner un tranchant nickel. Que vous ayez un ciseau qui coûte 100 € pièce ou qui coûte 1 € pièce, vous aurez la même qualité de coupe. La seule différence, c'est la durée de vie de votre tranchant. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir réaffûter un peu plus souvent votre ciseau bon marché qu'un ciseau qui vous a coûté bien cher. La seule question que vous devez vous poser, c'est quelle est la fréquence d'utilisation de votre ciseau ? Parce que si vous êtes professionnel et que vous utilisez vos ciseaux tous les jours,
ben, je dirais, ok, achetez peut-être un bon ciseau parce que vous n'allez pas devoir le réaffûter 36 fois. Mais si vous êtes quelqu'un qui utilise votre ciseau une fois par semaine ou une fois par mois, est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter des ciseaux qui coûtent bien cher et qui ne seront pas réaffûtables ou que vous allez devoir réaffûter une fois tous les 5 ans? Je n'en suis pas sûr. Par contre, l'avantage d'acheter tout un panel de ciseaux, voire même 2 jeux de même taille, donc 2 numéro 3, 2 numéro 6, 2 numéro 10, c'est que vous allez pouvoir jouer sur les angles de vos ciseaux. C'est-à-dire que si vous allez travailler sur des bois durs, vous allez mettre un angle de 30 degrés. Si vous allez travailler sur des bois plus tendres, vous allez mettre un angle de 20 à 25 degrés. Et donc, vous pouvez très bien avoir des angles d'affûtage différents par rapport au bois que vous allez travailler et donc conserver un tranchant plus longtemps. Donc, investissez dans des ciseaux bon marché. Moi, les premiers que j'ai achetés, c'est des ciseaux de chez Aldi qui sont dans ma camionnette en permanence sur chantier et je vous assure, et d'ailleurs, j'en ferai la démonstration, je vais essayer de faire un petit assemblage japonais parce que je me souviens de Sofiane qui m'avait offert le livre sur les assemblages. J'avais dit que je ferais un assemblage, je n'ai malheureusement pas encore pris le temps de le faire et je le ferai avec ces ciseaux pour démontrer que ça n'a aucune importance d'acheter des ciseaux qui coûtent bien cher. J'ai des ciseaux japonais que j'ai achetés il n'y a pas longtemps parce que je me suis laissé, entre guillemets, influencer par Louis. Et finalement, mes Kirschen taillent aussi bien que les Japonais. Mais ils sont tous les deux affûtés avec la station Tormek. Donc imaginez, vous achetez 24 ciseaux Kirschen à 250 €. Eh bien, achetez plutôt 24 ciseaux chez Lidl ou chez Aldi à 15 € ou à 25 €, mais par contre, offrez-vous une Tormek. Ça veut dire que là, vous êtes certain de l'affûtage de vos ciseaux. Parce que acheter des ciseaux bien chers et puis devoir se rabattre sur des pierres, c'est bien. Le seul souci, c'est que affûter un ciseau avec des pierres, c'est pas à la portée de tout le monde et on a justement souvent tendance à flinguer nos ciseaux. Donc imaginez, vous achetez des ciseaux bien chers parce qu'on vous a conseillé d'acheter des ciseaux bien chers. Du coup, vous n'avez plus de budget pour vous offrir une station d'affûtage. Et premier affûtage que vous allez faire, vous allez le flinguer parce que vous ne savez pas comment faire à la main. Ou alors, vous allez devoir vous acheter un petit gabarit d'affûtage sur des pierres qui va vous coûter entre 50 et 100 €. Donc, achetez des ciseaux bon marché et prenez une station d'affûtage à eau, peu importe la marque. D'accord? Moi, c'est un bazar qui a 15 ans, qui est connu évidemment, mais je ne suis même plus sûr que le modèle existe. Donc, achetez plutôt ça qui vous permettra d'affûter aussi bien vos ciseaux que vos gouges pour les gens qui font du tournage, etc. Et ensuite, si vous êtes passionné d'outils ou si vous avez le budget, achetez en effet, pourquoi pas, des ciseaux d'une gamme supérieure. Moi, j'ai des Kirschen, je n'ai jamais acheté plus haut, à part, comme je dis, les Japonais, et ça me va très bien. Donc ça, c'est pour les ciseaux. Ensuite, en termes de rabot, un rabot numéro 4, un rabot de paume. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous pouvez avoir plus, mais vous n'avez pas besoin de plus. Pourquoi ? Première chose que vous allez devoir essayer de vous faire, c'est un maillet. Et ce maillet, vous allez le faire avec vos outils à main. D'accord? Et donc, les outils à main, vous allez vous faire la main sur l'affûtage, vous allez vous faire la main sur comment scier, vous allez vous faire la main sur comment utiliser vos ciseaux et vous allez pouvoir dégauchir ce type de pièces. La taille des pièces, vous allez pouvoir le faire largement avec un rabot numéro 4 et un rabot de paume pour casser vos arêtes. Et vous allez vous faire la main là-dessus. Vous allez affûter vos fers nickel et ils seront aussi tranchants que des Lie-Nielsen ou que des Veritas ou autres. Vous pouvez évidemment vous acheter un Lie-Nielsen ou un Veritas si vous avez le budget, mais en toute franchise, ça n'a aucun intérêt d'acheter des rabots de cette qualité-là si 1, ce n'est pas votre métier et si 2, vous n'avez jamais utilisé de rabot. Et si même vous vous faites la main dessus, c'est totalement inutile. Par contre, ceux-ci, ils seront toujours utilisables. Donc, vous pouvez très bien vous faire un plaisir par la suite de vous acheter un Lie-Nielsen. Mais si vous n'avez jamais utilisé de rabot, vous conseillez d'acheter un Lie-Nielsen pour commencer. Pour moi, c'est une folie. Parce qu'en fait, vous ne savez pas si vous allez savoir l'utiliser. Vous ne savez pas comment régler un rabot. Donc, peut-être déjà se faire la main sur des rabots bon marché. Et ensuite, quand vous maîtrisez et que vous avez le budget, vous faire plaisir en achetant de la qualité. Ce n'est que des conseils ici que je vous donne, ce n'est pas la vérité. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut et de nouveau en fonction de son budget. Mais les personnes qui n'ont pas de budget, qui s'entendent dire, oh là là, si tu n'achètes pas telle marque, c'est de la merde. Oh, c'est pas vrai. Vous pouvez débuter avec rien du tout. J'ai commencé avec 6 ciseaux Topcraft.
Vous voyez tous maintenant, depuis presque 2 ans, ce que je fais dans mes vidéos. Je pense que je ne travaille pas trop mal et j'ai commencé avec ces ciseaux et c'est les ciseaux que j'utilise sur chantier. Donc, inutile de vous faire miroiter que vous devez prendre des marques qui coûtent bien cher. Alors, un sujet dont on parle aussi un peu moins souvent, mais qui sont indispensables, puisque le but de ces vidéos, c'est que vous ne soyez pas bridés dans votre travail, c'est des serre-joints. Donc des petits serre-joints comme ceci, vous allez en avoir besoin en permanence pour brider des petites pièces, etc. Plus vous en avez, mieux c'est. Alors bon, voilà, ici, c'est des serre-joints à cliquer, etc. C'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez aussi très bien prendre des ciseaux comme ceci. Il existe des bons marchés. Dans les grandes surfaces de bricolage, des fois, il y a des kits 5 pour 1,50 €, etc. Foncez, prenez-les. Inutile d'aller acheter des serre-joints bien chers de la marque BC comme mes presses ici, etc. Si vous n'avez pas le budget. Et évidemment, les serre-joints sont de meilleure qualité. Et évidemment, la durée de vie de ces serre-joints-là est supérieure, etc. Mais ce n'est pas indispensable et il faut l'entendre et il faut me croire parce que j'ai, comme tout le monde, commencé avec des serre-joints Varro qui venaient de chez Hubo ou de je ne sais quelle grande surface de bricolage parce que je n'avais pas l'envie d'investir dans des serre-joints, j'avais plutôt envie d'investir dans des machines qui me facilitent la tâche. Et puis quand j'ai eu les moyens, j'ai acheté des serre-joints de meilleure qualité et petit à petit. Mais j'ai commencé avec les autres serre-joints et ça ne m'a jamais empêché de faire du travail de qualité. Alors, en parlant de serre-joints, j'ai encore une petite astuce à vous partager. C'est les serre-joints adormants. Si vous commencez à travailler sur du massif, etc., et que vous allez commencer à coller des plateaux, vous allez vouloir acheter des serre-joints adormants. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé? Pareil, j'avais pas un budget illimité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé chez Axminster, bon, je ne commanderai plus chez eux parce que, voilà, les frais de douane sont fous. Mais c'est des pièces comme ceci qui viennent se positionner sur un dormant et c'est démontable. Et donc, on achète juste les 2 pièces. Je pense que j'avais acheté ça à une vingtaine d'euros à l'époque, mais bon, maintenant il y a quand même de nouveau plus de 15 ans que j'ai ça. Et vous achetez des tubes métalliques, des tubes rectangulaires métalliques qui correspondent à la taille. Donc voilà, comme ceci, d'accord? Parce que ça va vous garantir une stabilité de votre serre-joint adormant. Il sera plan, stable et vous pouvez serrer très fort. J'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube depuis des mois et des mois des gens qui vous proposent justement de faire ce type de dormant mais avec du bois. Alors moi je vous le déconseille vraiment, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais le problème c'est que le bois, quand vous allez serrer et presser, dans le meilleur des cas il va cintrer comme ceci, mais dans le pire des cas il va faire une flèche et donc il ne vous garantira plus votre plateau plan. D'une part, et d'autre part, ça reste du bois. Donc, dans la durée de vie de votre dormant en bois, l'humidité va être absorbée, va être restituée et également, votre bois risque de travailler. Et donc, il ne vous garantira plus du tout d'avoir des dormants qui soient stables. Or, le principe d'avoir des presses à dormants, c'est de vous garantir des plateaux qui sont plans. Ça, c'était pour la petite astuce justement de vos dormants. Vous achetez des tubes carrés, longueur 6 mètres, vous les recoupez à la mesure que vous voulez, donc vous savez vous faire des dormants 2 mètres, 2 mètres 50, etc. Une perceuse à colonne, mèche à métaux et vous faites l'entraxe que vous souhaitez et vous savez même les reprolonger. Moi je sais les reprolonger les uns avec les autres en justement les emboîtant et en les décalant et ça m'a pas coûté grand chose. Je crois qu'une barre comme ceci qui fait 6 mètres ça doit coûter une histoire de 50 € et donc vous savez déjà en sortir quelques-uns plus les barres et je dis 50 €, c'est peut-être même un petit peu moins cher, d'accord? Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui était outillage à main, d'accord? Et demain, donc, on passe à l'électroportatif minimum pour travailler dans de bonnes conditions et ne jamais être bridé. Et donc, je ne parle pas de machine stationnaire et je vous assure que j'ai commencé comme ça, sans aucune machine stationnaire et j'ai fait des escaliers, des portes,
des planchers, de l'ossature bois. Juste l'ossature bois, il a fallu rajouter une cloueuse, mais ça j'en parlerai pas parce que c'est un secteur encore bien particulier, mais pour le travail du bois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu réconcilié sur le côté budgétaire de l'outillage dont vous avez besoin pour commencer. Alors évidemment, je m'attends à avoir dans les commentaires, oui, mais ça c'est un minimum, non, il faut au moins ça, ça, ça. Alors oui, vous pouvez le noter, je n'ai aucun problème. Je vais d'ailleurs suivre l'avis de la grande majorité. Je vous remercie tous pour le soutien que vous avez. Je ne répondrai pas parce que c'est clairement ce que j'estime être le minimum pour pouvoir travailler le bois, et j'estime également qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus. Tout ce qui est en surplus de ça, c'est juste du luxe et donc des achats passion, qui est très bien, mais en tout cas inutile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez été jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, comme vous le voyez, j'essaie de répondre au maximum. Et je vous revois demain donc pour la vidéo sur l'électroportatif. Vidéo conception escalier va venir. Pourquoi est-ce qu'un escalier grince? Pourquoi est-ce qu'il ne grince pas? À quoi veiller, etc. Ça viendra. Et donc, je vous souhaite déjà une bonne soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!